C'est tout à fait invraisemblable le comportement que nous avons dans cette société avec les aînés. J'entendais l'autre fois un ancien médecin qui est un transhumaniste, qui nous parlait comme ça et qui nous disait qu'il y avait des gens inutiles. Mais au fait, pourquoi les salles de sport sont fermées alors que ça devrait être remboursé par la Sécu? Tellement c'est important. Et justement, des études sont en cours de publication montrant une corrélation entre certaines mutations et une maladie moins sévère. Quand on arrive à l'hôpital en particulier aux soins intensifs et qu'on a détecté une forme grave, là, il y a vraiment du sens à donner une corticothérapie, c'est ce qu'on fait. Bonjour, je voudrais juste aujourd'hui faire un coup de gueule, si vous me permettez, sur l'interdiction faite aux familles de rencontrer leurs aînés, leurs parents, leurs grands-mères, leurs mamans, en EHPAD et même malheureusement maintenant à l'hôpital. C'est absolument insupportable, je ne sais pas du tout, je ne comprends pas du tout et j'espère que peut-être à l'occasion de cette vidéo quelqu'un me répondra comment la population supporte une telle interdiction. Je rappelle que les citoyens qui sont en EHPAD le sont théoriquement de leur propre gré, que ce sont des gens qui n'ont pas été démis de leur citoyenneté, ils ont tout à fait le droit de voter à tel point qu'on sait bien qu'on vient les chercher par quart entier lors des votes. Donc c'est des gens qui ont théoriquement leur liberté d'entrer, sortir, de voir qui ils veulent, de prendre les risques qu'ils veulent. Parce que même s'il y a admettons même qu'il y ait des risques, ce qui est quand même un grand cinéma dont tout le monde prend conscience, le fait de leur imposer des tests à répétition, d'imposer des tests PCR à répétition à leur famille pour qu'ils aient droit à une demi-heure de visite par semaine dans la grande générosité du directeur de l'EHPAD, c'est complètement invraisemblable. J'en voudrais répéter quand même, et on va y revenir rapidement, que les tests PCR ne sont pas fiables. Tout le monde devrait le savoir, mais apparemment ce n'est pas encore le cas, puisqu'ils sont beaucoup trop sensibles en France, puisqu'au lieu des CT à 35 recommandés comme maximum par le professeur Raoult, on a des CT à 40, 50, c'est-à-dire tout le monde peut être positif, on peut trouver un petit débris de virus, on va dire allez, isolement, cas contact, et on est content. On a à la fois des cas pour nous faire peur à la population en disant, vous voyez, il y a un grand risque, et en plus on a éventuellement des morts, puisque c'est des gens qu'on va isoler, et s'ils ont le moindre symptôme respiratoire d'une autre petite grippe au passage, qui ne va pas être traitée comme elle aurait été l'année précédente, à ce moment-là, ils auront droit à l'injection de Rivotril, qui a été recommandée, si j'ose dire, pour soulager ces pauvres patients qui n'auraient pas pu supporter le méchant Covid qu'ils allaient rencontrer. Donc il y a eu un décret, vous vous souvenez, en 27 mars de l'année dernière, enfin de l'année dernière scolaire, j'entends, et à nouveau répété ce 16 octobre, afin que les médecins qui ne peuvent pas, soi-disant, soigner ces patients, ou qui ne le font pas, ou qui acceptent les injonctions du gouvernement de ne pas donner les traitements qui pourraient les améliorer, même si c'est pas sûr, on pourrait quand même essayer de donner l'hydroxychloroquine à un vieillard avant de simplement l'euthanasier, sans son consentement, sans celui de la famille, en ayant simplement supprimé toute autorisation de visite, et après toute autorisation de voir le corps, et même de l'enterrer dans des conditions dignes. C'est tout à fait invraisemblable le comportement que nous avons dans cette société avec les aînés et avec les handicapés, parce que c'est manifestement la même chose pour les handicapés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'aller à l'hôpital quand ils ne sont pas bien. Il y en a un certain nombre à qui on a piqué, si j'ose dire, c'est leur bouteille d'oxygène qui pouvait la soulager éventuellement la nuit pour les donner dans des services dits Covid. Et c'est vraiment manifestement un génocide, j'aime pas trop ce mot, mais quand on pense qu'il y a au moins 10 000 personnes en mars-avril euthanasiées au Rivotril, euthanasie c'est en fait un meurtre, puisque l'euthanasie normalement elle est volontaire avec le consentement et la demande du patient, ce qui n'était pas le cas. Donc meurtre prémédité, puisque c'était bien décrit très, très clairement dans le décret. Donc il faut que ça cesse, il faut que les gens... les citoyens, les parents, les familles se rendent compte que c'est pas possible. Moi, je suis quand même très très étonnée du silence qu'il y a eu sur les morts au Rivotril en mars-avril. On en parle un petit peu plus parce qu'il y a eu un reportage sur Arte, il y a quelques personnes qui parlent quand même, mais pas suffisamment. Ça devrait être complètement interdit. Alors la dernière chose que je vais dire et qui m'étonne le plus, c'est qu'il semble que
gouvernants prennent plein de mesures parce qu'ils ont peur du pénal. Mais comment ne peut-il pas avoir peur de cette euthanasie massive des vieillards, qui est quand même beaucoup plus grave que beaucoup d'autres décisions qu'ils prennent, même si elles sont mauvaises. Là, il s'agit de la vie des gens. Hein, donc le génocide des vieux, et puis par contre les avortements jusqu'à 9 mois, s'il y a un risque psychosocial. Donc vraiment, il faut revenir à la réalité, il faut surtout que les citoyens prennent en main la vie de l'ensemble de la nation et laissent pas à quelques-uns ces décisions délirantes. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Olivier Soulier, je suis médecin généraliste homéopathe depuis plus de 40 ans et aujourd'hui je voudrais vous parler du transhumanisme. Vous avez vu, ce sont ces gens qui aimeraient vivre très longtemps et qui pensent qu'on va pouvoir améliorer le cerveau, etc. Et j'entendais l'autre fois un ancien médecin qui est un transhumaniste, qui nous parlait comme ça et qui nous disait qu'il y avait des gens inutiles. Il y avait des gens importants et d'autres qui étaient inutiles. Comment un médecin peut-il parler comme ça ? Comment peut-on parler d'inutilité si vous regardez dans l'histoire, pas si vieille que ça, dire qu'une certaine catégorie de gens est inutile, ça nous rappelle des très mauvais souvenirs. Alors c'est vrai qu'en tant que médecin, d'abord ça m'a mis très en colère. Je me suis dit, mais comment peut-on être aussi bête et méchant, tout en se revendiquant intelligent? Mais c'est quoi cette forme d'intelligence qui n'existe pas, qui nous raconte des choses pareilles? Ma compassion de médecin, mon âme de médecin est revenue après ma colère du premier instant et je me suis dit, mais c'est quoi la problématique de ces gens? Finalement, quand Goethe disait « Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie », eh bien je me dis « mais ce sont des gens qui ont peur de la mort ». Donc, comme disait Rabbi, y a-t-il une vie avant la mort, hein, et pas après la mort? Y a-t-il une vie avant la mort? Et je me suis dit « mais ce sont des gens qui ont peur, ce sont des pauvres, ce sont des gens qui ont un problème dans leur intelligence parce qu'ils n'ont qu'une intelligence mathématique, il leur manque quelque chose. » Et puis, je me suis dit, mais c'est quoi les problèmes psychologiques de ces gens-là? Et il y en a de plus en plus. Donc, écoutez, sincèrement, avec un peu d'humour, mais pas tant que ça, j'ai envie de vous dire, écoutez, on va tous faire quelque chose pour ces gens-là. On va créer peut-être une ONG pour venir à leur secours, pour essayer de régler les problématiques psychologiques et les noyaux psychologiques graves de ces gens-là. Une ONG pour sauver les transhumanistes de leur peur de la vie, de leur peur de la mort, pour leur apprendre à oser vivre maintenant et profiter de la vie maintenant, sans vouloir dominer le monde dans une sorte de mégalomanie qui ne vient parler que du désespoir de leur petit enfant intérieur. Alors justement, notre système immunitaire, je ne sais pas si vous êtes fait la réflexion, mais j'ai l'impression que c'est quand même le grand absent des médias, des politiciens. Même si c'est des politiciens qui sont en charge de la santé. Et c'est aussi le grand absent même des médecins des plateaux télé. On ne vous parle que de masques, de confinement, de cas positifs, de courbes croissantes, etc. On vous fait peur, on vous parle des vaccins. Mais système immunitaire, non. Alors prenons soin de notre système immunitaire, car de lui dépendra notre bien-être physique. Comment faire? Quelques pistes. Comment vous alimentez-vous? Croyez-vous vraiment qu'une alimentation déséquilibrée, trop calorique, peu variée, industrielle, vous permettra de rester en bonne santé? Allons donc. Deviens ce que tu es, deviens ce que tu manges. En été, est-ce que vous vous êtes assez exposé au soleil pour faire le plein de vitamine D? Faites au moins doser votre taux de vitamine D par votre médecin traitant, surtout les personnes âgées, surtout les personnes fragiles. 75% des Français sont carencés en vitamine D. Au besoin de demander à votre médecin de vous supplémenter. Ça coûte 3 francs 6 sous. Les activités physiques. C'est excellent à la fois pour les muscles, le cœur, les vaisseaux sanguins, mais aussi pour le système immunitaire, pour les défenses de l'organisme. Mais au fait, pourquoi les salles de sport sont fermées, alors que ça devrait être remboursé par la Sécu? Tellement c'est important. Le sommeil, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous couchez assez tôt? Ou alors est-ce que vous êtes devant un écran avec sa lumière vive, agressive pour le regard jusqu'à 2 h du matin, avec les risques d'inverser complètement le rythme de votre cortisol,
et par là même augmenter les hormones du stress. Ah bah le stress justement. Qu'est-ce qui vous stresse le plus en ce moment? Mon petit doigt me dit que ce sont les infos télévisées. Bah voilà, vous avez la solution. Éteignez votre téléviseur. Cool. Relax, la vie est belle. Et vous allez me dire, oui, mais on a peur de mourir. Bah oui, mais ça va nous arriver à tous. Avoir peur de la mort va vous empêcher de vivre. Quelle vie souhaitez-vous pour vous-même? Planqué dans un bunker? Pas peur de l'extérieur? Ou vivre une vie sociale, normale, entouré de vos proches, de rire, de larmes, de joie, de bonheur, de bonne humeur? Bonjour, je vais revenir sur l'évolution du virus comme promis dans une précédente vidéo que je vous incite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Pourquoi je reviens sur ce problème? Parce que lorsqu'on évoque l'évolution du virus, les mutations sur le virus, on se heurte à une grosse résistance de la part des autorités scientifiques et des scientifiques mainstream. Ce qui est étrange parce que les mutations sont vraiment établies par de très nombreuses publications. Il était question dans la précédente vidéo de 2 mutations particulières qui se sont répandues dans le monde entier. On dit qu'elles ont été fixées, c'est-à-dire qu'on les retrouve sur la majorité des souches qu'on isole. Il s'agissait d'une mutation sur la protéine de surface qui a rendu la maladie plus transmissible mais pas plus sévère. Et très récemment, une publication tente à montrer que le virus muté est assez incapable de descendre dans les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire dans les poumons. Il se limiterait aux voies respiratoires supérieures. L'autre mutation qui est toujours associée à cette mutation sur la protéine, c'est la mutation sur la polymérase du virus. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le moteur du virus qui lui permet de se répliquer. La mutation en question a rendu ce moteur plus rapide. Donc le virus se réplique plus rapidement, mais il fait plus d'erreurs sur le génome. Donc cela entraîne plus de mutations. Et en effet, une publication a montré que le taux de mutation dans tout le génome a augmenté puis diminué au cours du temps de façon parallèle à l'évolution du nombre de décès dus à la Covid pendant la phase aiguë de la maladie. Regardons ces courbes. Tout d'abord, la courbe du Royaume-Uni. Vous voyez qu'on a porté le nombre de décès quotidiens en fonction du temps. Le J0 correspond au jour où on observe le premier décès dans le pays. Et vous voyez que vers le J100, le jour 100, le nombre de décès a beaucoup diminué et que vers le jour 130, il a quasiment disparu. C'est un peu la même chose aux États-Unis, avec la différence qu'on a une remontée du nombre de décès l'été qui est due en fait au déplacement géographique de la pandémie. Le virus n'avait pas atteint certaines populations au printemps. Gardez bien ces courbes en mémoire et nous allons comparer avec l'évolution du taux de mutation qui a été publié par une équipe turque. À gauche, nous avons les virus sauvages, les souches sauvages. En fait, ce qu'on appelle sauvages dans cette publication, ce sont les souches qui ne possèdent pas cette double mutation sur la polymérase et sur la protéine. À droite, vous avez les souches mutées, donc qui ont cette double mutation. Vous voyez que chez les souches sauvages, le taux de mutation est à peu près stable. On a représenté ici le taux de mutation en fonction du temps avec le nombre de jours après le premier décès observé. Et vous voyez que sur les souches mutées, possédant cette mutation sur la polymérase du virus, le taux de mutation augmente. Et à partir du 100e jour, il dépasse le taux de mutation des souches non mutées. Et ensuite, à partir du 130e jour à peu près, il chute subitement. Donc il y a bien une corrélation entre le taux de mutation et l'évolution temporelle de l'épidémie. Il faut donc rechercher si les mutations observées sont en rapport avec cette décrue du nombre de décès qui est observée vers le 100e jour de l'épidémie. Et justement, des études sont en cours de publication montrant une corrélation entre certaines mutations et une maladie moins sévère. Ces études proviennent de pays comme l'Inde, le Bangladesh, la Hongrie, l'Espagne, d'équipes aussi marseillaises. Et on peut remarquer que ce ne sont pas les grands instituts de recherche très liés à l'industrie pharmaceutique qui produisent ces études. Serait-ce dû au lien avec l'industrie pharmaceutique, au lien d'intérêt ou avec les gouvernements de ces pays dominants? Je vous laisse méditer cette supposition. Et nous verrons dans une prochaine vidéo quelles sont les mutations observées et comment on peut les relier avec une maladie plus ou moins sévère. Merci.
il y a une partie des patients, une partie des personnes avec cette infection virale qui vont évoluer vers une forme grave qu'on appelle en fait une sorte d'orage, de tempête inflammatoire, tempête cytokinique, le terme scientifique. Donc c'est une tempête inflammatoire et ça c'est vraiment une petite partie des patients. On a parlé des facteurs de risque, mais on l'a observé, on l'observe encore chez des sujets jeunes avec peu ou pas de facteurs de risque en apparence. Donc ce n'est pas que lié à des facteurs de risque. Il y a des facteurs prédictifs de ce type de pronostic sévère. Et notamment, on les connaît sur base d'une étude rétrospective multicentrique réalisée à Wuhan, en Chine, le point de départ de l'épidémie, de la pandémie qui est devenue pandémie, et où notamment on a pu analyser 150 cas confirmés Covid-19. Cette forme grave, très inflammatoire, c'est le taux de ferritine. Le taux de ferritine, donc c'est vraiment une protéine dans le sang, la ferritine. Eh bien, les patients, le groupe de patients qui va avoir un taux de ferritine élevé, eh bien, ça prédit une forme grave. Dans l'étude, la moyenne était de 1297,6 nanogrammes par millilitre, caractéristique du groupe des non-survivants, des formes vraiment graves, alors que la moyenne était de 614 nanogrammes par millilitre pour les survivants. C'est vraiment une différence significative. Donc, arrivé à l'hôpital d'un Covid, on doit la mettre aux soins intensifs, il y a vraiment du sens à doser la ferritine pour déceler. Alors, il y a d'autres indices également qui peuvent être recherchés. Taux d'interleukine 6 également, plus élevé dans le groupe qui grave, un pronostic vraiment très très réservé, moins élevé avec une différence à nouveau très significative. Il y a également une autre protéine du sang qui s'appelle la CRP, dont vraiment la valeur va pouvoir permettre de prédire et donc de considérer ce patient-là dans un groupe très à risque, de forme grave. En fait, la mortalité chez ces personnes est vraiment dans ce cas-là est liée à une hyperinflammation qui est déclenchée, toujours cette boule de neige et puis elle prend de l'ampleur, déclenchée par l'infection virale. Donc, chez la plupart des gens, l'infection virale ne va pas atteindre ce niveau ou ces niveaux de gravité. Par contre, quand on arrive à l'hôpital, en particulier aux soins intensifs, et qu'on a détecté une forme grave, ferritine élevée, CRP élevée, puis le tableau, mais le plus vite possible, là, il y a vraiment du sens à donner une corticothérapie, c'est ce qu'on fait, et également à haute dose. À haute dose, pourquoi? Parce que là, on a un dérèglement immunitaire énorme avec une hyperinflammation. Donc là, faire une immunosuppression, une immunorégulation a du sens. Et donc, cela explique l'intérêt de la corticothérapie. Il faut donc donner à tous les patients Covid sévères. Alors, tous les patients Covid-19 sont intensifs, je ne sais pas, parce que certains patients Covid-19 vont aux soins intensifs sans que ce soit nécessairement une forme grave ou que ça n'évolue vers une forme grave, et d'ailleurs ne sont pas intubés. Mais il faut être vite prêt à la donner, évidemment. Et plutôt en donner volontiers que pas assez. C'est donc ferritine, CRP, dosage de plaquettes, parce que dans ces situations-là, on a vraiment tous ces critères vont évoluer dans un sens, ferritine vers le haut, CRP vers le haut, plaquettes vers le bas. Et donc, on a un faisceau d'indices qui nous dit, aïe, 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 il y a vraiment le déclenchement de cette tempête cytokinique. Il y a du sens, alors, dans ce cas précis, pas dans les autres, surtout pas, à faire de l'immunosuppression, comme d'ailleurs dans d'autres maladies auto-immunes caractérisées par cet hyperfonctionnement, mais trop, de notre système immunitaire, polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Et d'ailleurs, on va donner alors, chez ces patients Covid, ce qu'on donne à des gens qui parfois ont des poussées de polyarthrite rhumatoïde, comme des anticorps monoclonaux qui vont bloquer les récepteurs de l'interleukine 6, qui est une de ces cytokines inflammatoires, mais qui finalement fait plus de dégâts que de bien. On va donner des immunoglobulines par voie intraveineuse pour continuer les corticoïdes, et il y a des médicaments comme le tocilizumab, etc. Ce sont des médicaments spécifiques hospitaliers. Mais là, il y a vraiment du sens et ça me tenait à cœur d'expliquer pourquoi. Et donc, notamment d'expliquer pourquoi peur, cortisone, tous les médicaments et les situations immunosuppressives sont vraiment à bannir, à éviter en phase préhospitalière jusqu'à avoir à l'hôpital. Et même à l'hôpital, si ça reste une forme modérée, mais mal supportée,
et qui nécessitent quand même une surveillance. Par contre, quand on arrive aux soins intensifs, là c'est l'inverse, il faut être très vite prêt à donner des immunosuppresseurs, corticoïdes à haute dose, et puis éventuellement des immunoglobulines et des anticorps, car là, certains patients, on le sait maintenant, vont évoluer vers des formes très sévères, et donc ça a du sens, là, de faire cette immunosuppression. Voilà, merci beaucoup.